Imaginez-vous vous transformer soudainement en vampire, mais pas n'importe lequel, vous pourriez même vous promener librement au soleil comme si de rien n'était. De plus, vous pourriez arrêter le temps et faire tout ce qui vous passe par la tête. Et oui, vous savez déjà ce que cela signifie, une liberté totale, aucune interruption, car personne ne s'en apercevrait. Désormais, son seul but est simple, se rapprocher de toutes les belles filles qu'il croisait, d'une manière ou d'une autre, plus il passe de temps avec elles, plus il devient fort. Alors n'hésitez pas, aimez la vidéo et plongeons-nous dans cette histoire incroyable depuis le tout début. Nous découvrons un immeuble effondré où notre protagoniste est piégé. De loin, des journalistes annoncent que l'immeuble s'est effondré subitement, piégeant de nombreuses personnes à l'intérieur. Les opérations de sauvetage deviennent de plus en plus difficiles. À l'intérieur, on le voit serrer les dents, tentant de supporter la douleur intense. Il est coincé sous un mur effondré, incapable de bouger son bras blessé. Au fil du temps, la douleur s'intensifie et des larmes coulent lentement sur son visage. Notre garçon tente de repousser la lourde pierre de l'autre main, mais il comprend vite que c'est peine perdue. Face à cette situation désespérée, il se demande comment il a pu en arriver là. Il y a quelques jours à peine, il travaillait comme livreur, sillonnant les routes avec son ami, prêt à effectuer une nouvelle tournée à temps partiel. En voiture, son ami l'avertit que l'immeuble où il se rendait était neuf et un peu déroutant, il devait donc faire attention. Après cela, notre protagoniste porta tous les cartons et, très vite, il commença à avoir mal au dos. Mais la destinataire, une femme, ne lui adressa même pas un merci. Au lieu de cela, elle lui dit simplement de jeter les sacs poubelles dehors. Comme s'il était un agent d'entretien, elle ne manifestait aucune gêne. Une fois cela fait, il retourna à sa voiture et prit d'autres cartons à livrer dans le même immeuble. En entrant dans l'ascenseur, il se plaignit discrètement de devoir tout porter seul. Lorsque les portes s'ouvrirent au 22e étage, il remarqua une femme marchant aux côtés d'un homme âgé, riche et élégant, qui se dirigeait vers l'ascenseur. Le vieil homme le salua d'un ton désinvolte, tout en restant assez près de la femme. Du point de vue de notre garçon, ils semblaient bien trop proches, comme s'ils avaient passé une nuit blanche dont elle n'était pas encore remise. Peu après, l'homme s'éloigna avec la femme assise à ses côtés. En le voyant partir, notre protagoniste ne put s'empêcher d'envier le train de vie de cet homme. Après tout, il l'avait déjà vu avec une autre femme quelques jours auparavant. Et même avant cela, il était avec 2 filles en même temps. À chaque fois que notre garçon le croisait, il était toujours entouré d'une autre belle femme, et franchement, cela le rendait assez jaloux. L'homme portait même une montre de luxe, un modèle qui pouvait coûter des millions, bien au-delà de tout ce que notre garçon aurait pu rêver de posséder. En l'observant de loin, il ne put s'empêcher de regretter sa propre vie, souhaitant pouvoir vivre comme ce vieil homme. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il remarqua que l'homme était seul dans l'ascenseur et pensa qu'il allait peut-être sortir. Soudain, l'homme se tourna vers lui, les yeux rouges et brillants, et l'appela calmement. « Vous descendez ?» Surpris, notre protagoniste demanda pourquoi, mais intérieurement, la panique le gagnait déjà. Il se disait que l'homme était agacé d'être dévisagé. L'homme répondit simplement qu'il livrait souvent à cet étage, et notre garçon confirma, ajoutant que le propriétaire de l'appartement commandait beaucoup. Au moment où il allait sortir de l'ascenseur avec les cartons, l'homme l'appela de nouveau. Il l'avertit discrètement que l'immeuble tremblait et lui conseilla d'être prudent. Après cela, l'homme appuya sur le bouton de son étage, tandis que notre garçon sortait en disant nonchalamment qu'il ferait attention. Une fois l'homme parti, il déposa les lourds cartons, pensant s'être mal exprimé. Peut-être que l'homme n'était pas froid après tout, mais plutôt gentil. Il se demandait pourtant pourquoi il avait dit que le bâtiment tremblait. Tout semblait normal. Mais dès qu'il reprit les cartons, le bâtiment se mit à trembler. Cette fois, c'était violent. Les cartons lui échappèrent des mains tandis que le sol lui-même commençait à se fissurer. Plaqué contre le mur, notre garçon ne pouvait s'empêcher de penser que sa chance ne pouvait pas être pire. Et c'est ainsi qu'il se retrouva dans sa situation actuelle, l'immeuble s'était effondré et son bras était coincé sous un mur écroulé. Allongé là, il songea à sa vie misérable. S'il mourait maintenant, personne ne s'en apercevrait. Serrant les dents malgré la douleur, il refusa cette idée. Il ne voulait pas mourir ainsi. Alors, rassemblant toutes ses forces, il hurla désespérément à l'aide. Soudain, il entendit une voix familière, celle du même homme, qui lui demandait s'il était le livreur de tout à l'heure. Se tournant vers le son, il vit que la voix provenait des murs détruits juste devant lui. Notre garçon demanda aussitôt si c'était le vieil homme de l'ascenseur et s'il était blessé lui aussi. Mais l'homme répondit que ce n'était pas important pour l'instant, car un étrange liquide rouge s'infiltrait lentement et qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps. Perplexe, notre protagoniste demanda ce que cela changeait. Si personne ne venait les sauver, ils étaient de toute façon condamnés. L'homme expliqua calmement que, si la situation continuait ainsi, ils mourraient tous les deux sur place. Puis il lui demanda s'il souhaitait de l'aide pour survivre. Désespéré, notre garçon demanda aussitôt comment. L'homme répondit simplement. « C'est facile. Il suffit de boire le sang devant vous. » Ces mots choquèrent profondément notre protagoniste. La scène suivante se déroule 2 semaines plus tard, à l'hôpital. Une infirmière travaille tranquillement lorsqu'elle entend les informations diffusées à la télévision. Il s'agit de l'immeuble effondré quelques semaines plus tôt, dont la démolition doit commencer aujourd'hui. Le reportage indique que 20 personnes sont décédées et qu'il n'y a eu qu'un seul survivant. Après avoir entendu cela, l'infirmière se dirige vers le patient qu'elle avait enregistré plus tôt. En le voyant, elle ne peut s'empêcher de se poser une question. N'était-il pas coincé lors de l'effondrement? Comment a-t-il pu s'en sortir avec seulement un bras cassé? Et oui, elle parle bien de notre protagoniste, allongé inconscient sur son lit, donnant l'impression d'être dans le coma. Elle observe son visage,
le trouvant faible et sans particularité apparente. Alors comment a-t-il pu survivre? Lentement, elle approche sa main de son visage, persuadée de l'avoir vu bouger légèrement. Pour en être certaine, elle lui tapote doucement la joue et lui demande s'il l'entend. Mais n'obtenant aucune réaction, elle abandonne. Elle quitte alors la pièce en se persuadant qu'elle est simplement fatiguée et qu'elle a eu une hallucination. Mais dès qu'elle sort, une voix ordonne soudain à notre garçon d'arrêter de faire semblant d'être dans le coma. À ces mots, il ouvre lentement les yeux, visiblement surpris. Il n'en croit pas ses yeux. Le fantôme du vieil homme se tient juste devant lui. Et personne d'autre ne semble le remarquer. Pris de panique, il murmure que si quelqu'un découvre qu'il voit un fantôme, on l'enverra directement dans un hôpital psychiatrique. Le vieil homme se transforme alors en une flamme violette. Notre garçon demande nerveusement. « Est-ce que vous êtes vraiment mort à ce moment-là » À partir de maintenant, appelons ce vieil homme, l'âme. L'âme confirme la chose. Notre protagoniste pose alors une autre question. « Est-ce vous qui avez provoqué l'effondrement de l'immeuble » L'âme répond calmement en lui demandant s'il pense réellement qu'elle possède des tendances suicidaires. Bien sûr que non. Toujours perplexe, notre garçon demande ce qu'elle a fait à son corps et pourquoi il est le seul à pouvoir la voir. L'âme révèle alors la vérité. Il a survécu en buvant son sang. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est désormais le seul capable de la voir et de l'entendre. Agacé, notre protagoniste rétorque qu'il n'a fait cela que par désespoir, parce qu'il n'avait aucun autre moyen de survivre. L'âme hausse les épaules. Peu importe la raison. Le fait est que boire ce sang l'a transformé en vampire. Et c'est ainsi qu'il a survécu. En entendant le mot « vampire », notre garçon reste complètement sidéré. Il pense immédiatement à ces créatures de films qui survivent en se nourrissant de sang. L'âme confirme alors que les vampires existent bel et bien. Elle en était un elle-même. Et désormais, notre protagoniste en est devenu un également. Notre garçon se prend la tête entre les mains, frustré. Dans son esprit, sa vie est terminée. Plus de soleil. Plus de vie normale. Et une existence dépendante du sang. Mais l'âme clarifie rapidement la situation. Ayant bu le sang au lieu d'être mordu, il est devenu différent. Il est désormais un hybride affranchi des restrictions habituelles des vampires et capable de marcher librement au soleil. Toujours perplexe, notre protagoniste demande ce qu'il doit faire maintenant en tant que vampire. L'âme répond calmement. C'est simple. Influence les humains et fais les tiens. Choqué, notre garçon lui demande si elle s'attend vraiment à ce qu'il croit à toutes ces histoires de vampires capables de manipuler les gens. L'âme lui dit alors de sortir de la pièce et de vérifier par lui-même. Notre protagoniste hésite un instant, mais finit par accepter. Lentement, il jette un coup d'œil hors de sa chambre et se fige immédiatement. Tout est immobile. Comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et lui seul peut encore bouger. Une infirmière, non loin de là, est figée en plein mouvement alors qu'elle remplit un verre d'eau. Même les gouttelettes restent suspendues dans les airs. L'âme lui explique alors que les vampires ne sont pas simplement des créatures qui boivent du sang. Leur véritable pouvoir dépasse largement ce que les humains imaginent. Et ce qu'ils voient n'est que le commencement. D'une voix tremblante, notre protagoniste demande. Cela veut dire qu'il est vraiment possible d'influencer les gens? L'âme acquiesce simplement. Toujours incrédule, il demande comment faire. L'âme sourit. Approche-toi simplement d'eux. Le reste viendra naturellement. Notre garçon est stupéfait. L'âme poursuit son explication et affirme que, s'il développe correctement ses capacités, il pourra attirer les personnes autour de lui avec une facilité déconcertante. Elle l'encourage à voir plus grand. À imaginer une vie différente de celle qu'il a toujours connue. Une vie où il ne serait plus ignoré, rejeté ou méprisé. Jetant un regard vers l'infirmière figée dans le couloir, notre garçon commence à rêver. Peut-être pourra-t-il enfin obtenir tout ce qu'il a toujours désiré. Peut-être que plus personne ne le regardera de haut. L'âme ajoute que ses pouvoirs continueront à grandir avec le temps. Mais pour l'instant, il doit prendre une décision. Veut-il rester un homme ordinaire vivant dans l'ombre? Ou devenir quelqu'un qui se démarque de tous les autres? Pendant un instant, notre protagoniste reste silencieux. Puis des souvenirs remontent à la surface. Les longues journées de travail comme livreur. Les difficultés financières. Les études qu'il peinait à financer. Et surtout, ce vieil homme riche qu'il enviait tant. Finalement, il relève la tête. Il annonce qu'il a choisi. Il ne veut plus être un homme ordinaire. Quelques heures plus tard, nous retrouvons l'infirmière Yumi occupée à rédiger des rapports. Soudain, deux infirmières en chef l'interpellent. Elles l'accusent de ne pas avoir terminé certains documents. Yumi répond calmement qu'elle les a déjà remplis et déposés sur leur bureau. Mais ses supérieurs continuent à la réprimander. Forçant un sourire, elle présente finalement ses excuses. Une fois seule, elle soupire intérieurement. Elle est convaincue qu'elles sont venues uniquement pour lui compliquer la vie. Après avoir terminé son travail, elle monte sur le toit afin de prendre un peu l'air. Caché derrière un mur, notre protagoniste l'observe discrètement. Pendant ce temps, l'âme lui souffle à l'oreille qu'il pourrait utiliser ses pouvoirs et tenter de se rapprocher d'elle. Notre garçon refuse immédiatement. Son pouvoir est encore trop faible. Il ne l'a découvert que la veille et ne peut arrêter le temps que pendant environ 3 minutes. L'âme reconnaît que c'est vrai. Mais elle ajoute qu'avec de l'entraînement, sa durée et sa puissance augmenteront progressivement.
Notre garçon préfère rester prudent. S'il commet une erreur et se fait découvrir, il risque de gros ennuis. Soudain, quelque chose attire son attention. L'infirmière Yumi tient fermement une batte de baseball. Elle semble évacuer toute la frustration accumulée à cause de ses supérieurs. L'instant suivant, elle commence à faire quelques mouvements dans le vide. Notre garçon la regarde avec étonnement. Après plusieurs coups, elle finit par s'asseoir en poussant un long soupir. Elle marmonne que lorsqu'elle était encore au lycée, personne n'aurait osé la traiter ainsi. Aujourd'hui, seul son travail l'empêche de réagir. En découvrant cette facette inattendue de sa personnalité, notre protagoniste la trouve à la fois colérique et étrangement attachante. Yumi consulte alors son téléphone. Puis elle déclare d'un ton détendu. Il est temps d'aller voir ce pauvre garçon des rues. À ces mots, notre protagoniste fronce immédiatement les sourcils. Quelques minutes plus tard, Yumi entre dans sa chambre et vérifie ses constantes vitales. Tout semble normal. Pendant ce temps, notre garçon continue de faire semblant d'être inconscient. Mais lorsqu'elle remarque la sueur sur son visage, elle l'observe avec attention. Puis elle se met à parler toute seule. Selon elle, il ressemble à un pauvre garçon qui aurait du mal à s'acheter ne serait-ce qu'un bol de nouilles. Avant de quitter la pièce, elle lui adresse malgré tout un petit signe de la main et lui dit de tenir bon. Notre protagoniste reste allongé en silence. Mais intérieurement, il est profondément agacé par les remarques qu'elle vient de faire. Une heure plus tard, nous nous retrouvons dans la salle de repos. L'infirmière Yumi dort profondément, totalement inconsciente de ce qui l'entoure. Devant elle se tient notre garçon, qui l'observe froidement après les remarques qu'elle a faites plus tôt. L'âme commente qu'il est plutôt audacieux. Après tout, il vient de s'introduire dans la pièce d'une infirmière pendant son sommeil. Notre protagoniste est persuadé qu'elle mérite une petite leçon pour la manière dont elle l'a traitée. Pourtant, en la regardant de plus près, il doit reconnaître qu'elle est plutôt jolie. Elle est simplement colérique et possède une attitude détestable envers les gens comme lui. Jetant un regard autour de lui, il se demande ce qu'il ferait si elle se réveillait soudainement. S'il se fait prendre, il risque bien plus qu'un simple avertissement. Cependant, il se rappelle qu'il possède encore une carte maîtresse, sa capacité à arrêter le temps. Si les choses tournent mal, il pourra toujours l'utiliser pour s'échapper. Comprenant qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, il décide d'agir. Lentement, il franchit une limite qu'il n'aurait jamais imaginé franchir auparavant. Tandis que l'infirmière continue de dormir paisiblement, il remarque à quel point sa peau semble douce. Elle ignore totalement sa présence. Notre protagoniste s'approche davantage, mettant sa détermination à l'épreuve. Plus il avance, plus sa confiance augmente. Mais soudain, l'âme l'avertit. Elle va se réveiller. Au moment où Yumi commence à bouger, notre garçon claque des doigts. Instantanément, le temps se fige. Tout autour d'eux devient immobile. La jeune femme reste assise devant lui, incapable de terminer son mouvement. Notre protagoniste réalise alors que la pièce est assez sombre. Même si elle retrouvait sa mobilité, elle ne distinguerait probablement pas clairement son visage. Il lui reste cependant très peu de temps. À peine 3 minutes. Pendant un instant, il hésite. Doit-il partir immédiatement? Ou rester encore un peu? D'abord, il envisage de s'enfuir. Mais en observant le visage de la jeune femme, il change finalement d'avis. L'âme pousse alors un léger soupir. Selon elle, il commence enfin à se comporter comme un véritable vampire. Notre garçon lui répond froidement que l'infirmière ne fait que payer pour son attitude passée. Peu après, il demande à l'âme si le temps est presque écoulé. L'âme lui répond qu'il n'a pas à s'inquiéter. Submergé par l'énergie libérée, Yumi retombera simplement dans un sommeil profond. Rassuré, notre protagoniste regagne discrètement sa chambre. Une fois allongé sur son lit, il pousse un long soupir. Tout ce qui vient de se passer lui paraît complètement irréel. Il commence alors à réfléchir. S'il n'avait pas obtenu ses pouvoirs, qu'aurait-il pu faire dans une situation pareille? Probablement rien. L'âme interrompt brusquement ses pensées. Elle lui ordonne de regarder son bras blessé. Intrigué, il baisse les yeux. Et reste immédiatement figé. Son bras cassé semble presque totalement guéri. Sous le choc, il demande comment cela est possible. Le médecin lui avait pourtant affirmé qu'une opération serait probablement nécessaire. L'âme lui explique calmement qu'il a absorbé une partie de l'énergie vitale qu'il recherchait. Grâce à cela, son corps se régénère progressivement. Notre protagoniste n'en revient pas. Puis il demande s'il existe un danger particulier dont il devrait se méfier. Cette fois, l'âme devient plus sérieuse. Elle lui explique qu'il ne doit jamais s'attacher trop longtemps à une seule personne. Dans le cas contraire, cette personne pourrait finir complètement épuisée. Allongé sur son lit, notre garçon réfléchit à cette information. S'il veut continuer à progresser, il devra multiplier ses rencontres. La scène suivante montre Yumi sortant de la douche. Les sourcils froncés, elle repense à l'étrange rêve qu'elle a fait durant la nuit. Quelque chose dans ce rêve lui semble profondément perturbant. Plus elle y pense, plus elle se demande pourquoi elle a rêvé de ce fameux « garçon des rues ». Après tout, elle croise quotidiennement des hommes bien plus séduisants. Alors pourquoi lui? Même après son réveil, une étrange sensation persiste. Un goût amer dans la bouche.
Une fatigue inhabituelle. Et l'impression que ce rêve était beaucoup trop réel. Finalement, elle chasse ses pensées de son esprit. Ce n'était qu'un rêve. Rien de plus. Elle commence alors à enfiler son uniforme d'infirmière. Toujours agacée, elle se dit même qu'elle pourrait taquiner un peu ce patient lorsqu'il se réveillera. Mais soudain, une autre infirmière surgit précipitamment. Essoufflée, elle lui annonce une nouvelle inattendue. Le patient dans le coma s'est réveillé ce matin. La scène suivante montre notre protagoniste qui feint lentement de se réveiller. Il ouvre les yeux comme s'il sortait enfin du coma, puis regarde le médecin avec un air confus. Il affirme qu'il ne se souvient de rien après l'effondrement de l'immeuble. Le médecin, impressionné, explique que sa récupération est un véritable miracle. Notre garçon le remercie calmement et joue parfaitement son rôle de patient fragile. Peu après, il demande la permission de retourner à l'université et dépose une demande d'absence. Pendant ce temps, Yumi l'observe discrètement depuis l'encadrement de la porte. Son regard est méfiant. Après l'étrange rêve qu'elle a fait et sa guérison anormalement rapide, elle se demande s'il s'agit d'une simple coïncidence, ou si ce patient cache quelque chose. Plus tard, nous arrivons sur le campus universitaire. Le lieu est rempli d'étudiants qui circulent dans tous les sens. Même les professeurs semblent particulièrement élégants, suivis de leurs assistants. L'ambiance est animée, presque irréelle. Notre protagoniste observe les environs et pense qu'il n'a jamais vu autant de filles attirantes réunies au même endroit. L'âme acquiesce simplement, sans commenter. Il remet son formulaire d'absence à une étudiante chargée de l'administration. Elle porte une casquette et vérifie les documents avec attention. Soudain, elle remarque ses nombreux dossiers et semble surprise par la quantité. Notre garçon se demande comment elle arrive à se déplacer avec autant de charges. Il pense qu'un homme qui finirait avec elle aurait beaucoup de chance. Elle accepte finalement son dossier et lui demande soudain. « Tu te souviens de moi ?» Notre protagoniste est surpris par la question. Elle retire sa casquette et répète. « Tu ne me reconnais vraiment pas ?» Elle explique qu'ils étaient dans la même classe l'année dernière, et encore cette année. Comment pourrait-il l'avoir oublié? Gêné, il lui demande son nom. Elle fait une légère moue et répond. Célie Égin, tu ne te souviens pas? En réalité, il la reconnaît vaguement, mais elle lui a toujours semblé venir d'un autre monde, alors il avait préféré garder ses distances. Soudain, elle lui attrape la main avec enthousiasme. Elle explique qu'elle pensait que beaucoup d'étudiants avaient été transférés. Soulagée de le revoir, elle lui propose de faire de leur mieux pour l'avenir. Notre protagoniste reste légèrement troublé par cette proximité soudaine. Plus tard, il retourne à l'hôpital et remet sa tenue d'infirmier pour continuer son séjour. L'âme lui demande pourquoi il semble si content. Il répond simplement. C'est la première fois qu'une fille me parle comme ça. L'âme soupire et lui demande pourquoi il n'a pas tenté sa chance. Notre garçon réplique immédiatement que ce serait trop dangereux avec son pouvoir encore instable. Il doit d'abord comprendre et maîtriser ses capacités. Puis il s'allonge et demande à l'âme de lui enseigner de nouvelles techniques vampiriques. Mais avant de commencer, il entend quelqu'un approcher. C'est Yumi. Elle entre avec un sourire calme et demande si elle le dérange. Notre protagoniste est surpris de la voir. Elle se présente doucement. L'infirmière Yumi. Son sourire est étrange, difficile à lire. Elle lui prend légèrement la main et dit être venue vérifier son état. Elle remarque que sa guérison est anormalement rapide. La plupart des patients ne récupèrent pas aussi vite. Notre garçon répond en souriant qu'il a toujours eu une bonne santé. Mais Yumi continue de le fixer avec suspicion. Elle remarque qu'il n'a presque aucune douleur et qu'il a même quitté son lit rapidement. Selon elle, cela ne correspond pas à un patient normal. Notre protagoniste reste calme et affirme qu'il va parfaitement bien. Il dit même être prêt à rentrer chez lui. Yumi change alors de sujet et lui demande s'il a déjà entendu parler d'une histoire qu'elle a écrite. Une histoire étrange parlant d'un patient qui se réveille d'un coma et se promène la nuit dans l'hôpital. Notre garçon sourit légèrement sans nier. Il la complimente même sur son imagination. Cette réaction la déstabilise. Elle s'attendait à une négation immédiate. Mais soudain, elle rougit et l'accuse de s'être introduit dans sa chambre pendant son sommeil. Notre protagoniste la fixe calmement et lui demande. « J'ai vraiment l'air d'un gamin des rues ?» Puis il ajoute qu'il était déjà éveillé à ce moment-là et qu'il a tout entendu. Yumi se fige. Il continue en révélant qu'il a même entendu le surnom qu'elle lui avait donné. Et il lui rappelle également les mots qu'elle avait prononcés lorsqu'elle lui avait dit de tenir bon. Elle voulait qu'il survive en attendant qu'elle revienne. Mais elle n'est jamais revenue. Ce détail la déstabilise complètement. Notre garçon en profite pour continuer, affirmant qu'il a attendu, puis qu'il a fini par venir lui-même. Il lui demande ensuite si les infirmières ont vraiment le droit d'insulter les patients. Yumi, piqué au vif, croise les bras et répond sèchement qu'il peut bien se plaindre s'il veut. Puis elle ajoute qu'elle pourrait même démissionner si nécessaire. Elle se retourne et quitte la pièce en claquant la porte. L'âme observe la scène et trouve qu'il est allé un peu loin. Mais notre protagoniste répond calmement qu'il doit parfois prendre des risques pour avancer. Et que les preuves peuvent toujours être créées plus tard. L'âme reste silencieuse, perplexe. Notre protagoniste demande ensuite à l'âme de lui apprendre quelque chose d'utile, comme se transformer en chauve-souris.
L'âme soupire, agacée, et lui répond de prendre les choses plus au sérieux. La nuit tombe. Avant la fin de son service, une autre infirmière rappelle à Yumi de ne pas s'endormir pendant sa garde. Elle acquiesce calmement, restant seule dans le couloir. Une fois les lumières plus calmes, elle relâche un peu la pression. La majorité de son travail est terminée. Mais les événements récents continuent de lui revenir en tête. Elle pense à ce garçon. À ses paroles. Et à cette étrange sensation qu'il lui a laissée. S'il lui demandait vraiment quelque chose, elle pourrait perdre son travail. Cette idée la pousse à réfléchir longuement. Finalement, elle prend une décision. Même si elle ne sait pas si c'est une bonne idée. Elle se dirige discrètement vers la chambre du patient. À l'intérieur, notre protagoniste fait semblant de dormir profondément. Yumi entre doucement. Elle observe la pièce. Puis commence à chercher. Son objectif est simple, trouver son téléphone et supprimer les preuves. Elle ouvre un tiroir lentement. Puis un autre. Elle essaie de rester silencieuse pour ne pas le réveiller. Mais soudain. Clic. Une lumière s'allume. Elle se retourne brusquement. Notre protagoniste est assis, téléphone en main, en train de la filmer. Il dit calmement. « Je savais que tu reviendrais. » Yumi reste figée. Il continue en lui demandant si elle a l'habitude de fouiller dans les affaires des patients. L'âme comprend immédiatement. C'était exactement ce qu'il voulait dire par « rassembler des preuves ». Yumi tente de se défendre maladroitement. Je vérifiais les rapports médicaux. Mais il continue d'enregistrer sans bouger. Elle panique légèrement et lui demande d'arrêter pour qu'ils puissent discuter. Mais sans répondre, il s'approche. Il attrape son bras et l'attire vers lui. Elle perd l'équilibre et se retrouve bloquée près de lui. Yumi, nerveuse, demande ce qu'il compte faire. Il répond simplement. Une punition. Il lui donne une légère tape pour la corriger de son comportement. Elle panique immédiatement et lui ordonne d'arrêter. Mais il insiste, lui rappelant qu'elle n'aurait pas dû agir ainsi. Elle commence à perdre ses moyens. Et finit par promettre de ne plus recommencer. L'âme observe la scène, intriguée par la situation. Notre protagoniste, lui, commence à tester quelque chose. Il se concentre. Une étrange énergie commence à se former dans sa main. Une aura bleutée apparaît. L'âme lui rappelle alors une vérité importante. Ce pouvoir vampirique a été perfectionné depuis des millénaires. Ce n'est pas une simple capacité. C'est une technique rare et dangereuse. Notre protagoniste réalise alors son potentiel. Mais aussi ses limites. Plus il utilise son pouvoir, plus il doit faire attention. Yumi, de son côté, est complètement dépassée. Elle ne comprend plus la situation. Elle finit par céder sous la pression et accepte de coopérer. Le garçon sourit légèrement. Puis lui demande si elle accepterait vraiment tout ce qu'il demande. Elle répond oui, mais intérieurement, elle panique. Elle commence à se demander dans quoi elle s'est engagée. Après un moment, elle reprend son courage et lui demande ce qu'il veut réellement. Il ne répond pas immédiatement. Il semble satisfait de la voir perdre son assurance. Mais Yumi l'interrompt soudain. Elle lui rappelle qu'ils sont à l'hôpital et que quelqu'un pourrait entrer. Il réfléchit un instant. Mais avant qu'il ne réponde, elle s'écrie. Hors de question. Elle recule brusquement, gênée, et lui dit qu'elle ne peut pas aller plus loin. Juste y penser la met mal à l'aise. Notre garçon s'approche et soupire, faisant remarquer qu'il n'a encore rien dit. Voyant son visage embué de larmes, il s'adoucit un peu et dit qu'ils ont eu un début difficile. Puis, s'asseyant à côté d'elle, il lui demande si l'histoire qu'elle a racontée plus tôt était vraie. Elle le regarde un instant avant de répondre. Puis elle dit qu'elle n'en est pas sûre, mais que cela lui a paru bien trop réel pour n'être qu'un rêve. Vu la confiance avec laquelle il en parle, elle n'arrive toujours pas à savoir si c'était réel ou non. Cela lui donne une idée, et il lui dit que bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Puis il se penche plus près et lui demande si elle rêvait de quelque chose comme ça. En lui caressant doucement le visage, il la taquine, lui demandant si cela signifie qu'elle pensait à lui, et si elle l'apprécie vraiment. Avant qu'elle puisse protester, il l'attire soudainement à lui pour l'embrasser. Au même instant, il concentre à nouveau cette étrange énergie dans sa main. Après un moment, il la relâche enfin. Elle expire et dit « Il ne me reste plus qu'un seul souhait ». Notre garçon la regarde en silence. Elle les compte, le premier était le baiser, le deuxième était de nous rapprocher, il n'en reste plus qu'un. Il songe à aller plus loin, mais malgré sa vulnérabilité apparente, elle persiste dans son attitude. Soudain, elle répète, leurs regards se croisant à nouveau, voilà qui devrait suffire à formuler le troisième vœu. La voyant tenter de s'échapper, notre héros décide de briser son orgueil et lui annonce que ce sont lui qui obtiendra les 3 vœux, et non elle, avant de recommencer à utiliser son pouvoir. Il se penche plus près et dit, cette fois, on s'y prend bien, et il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Tandis que leur petit jeu de chat se poursuit, elle se souvient de tous ces beaux garçons qu'il abordait autrefois,
et comment elle les avait tous repoussés sans hésiter. Mais maintenant, avec quelqu'un comme lui, il est de plus en plus difficile de garder le contrôle. Au bout de quelques minutes, elle finit par lui dire d'arrêter. Il la regarde d'un air grave et lui demande ce qui se passe encore. Elle prend une inspiration et déclare que cette fois, c'est elle qui mène la danse, et qu'il doit simplement rester immobile pendant qu'elle joue. Et c'est ainsi que leur étrange jeu se poursuit, s'étirant sur toute la nuit. Une fois que tout est terminé, notre garçon semble satisfait, persuadé d'avoir enfin réussi, qu'elle est désormais entièrement sous son emprise. Mais l'âme l'arrête aussitôt, ce n'est pas fini. Perplexe, il demande pourquoi, et l'âme répond, parce que ses actes sont dénués de sincérité. Lorsqu'il lui demande ce qui se passerait si elle agissait avec sincérité, l'âme explique que c'est seulement ainsi qu'elle deviendrait peu à peu quelqu'un d'incapable de se rebeller contre lui. C'est la seule façon pour son pouvoir de croître véritablement, ce qui déçoit légèrement notre protagoniste. Il se met alors à discuter d'autres capacités avec l'âme, tandis que Yumi, qui l'entend, le prend pour un fou, il parle maintenant tout seul. Il continue de bavarder avec l'âme comme si de rien n'était. Pendant ce temps, Yumi s'impatiente. Elle réalise qu'elle a donné sa première fois à un imbécile. La scène suivante se déroule le lendemain dans l'appartement de notre garçon. Allongé nonchalamment sur le canapé, il confie être heureux d'être enfin de retour chez lui après si longtemps. Il songe à tous les changements survenus dans sa vie, surtout depuis sa transformation en vampire. Désormais, il peut manger tout ce qu'il veut sans se soucier de sa santé ni de prendre du poids. Sa vie s'est vraiment améliorée. Mais un problème persiste. Soudain, son âme l'interrompt avec colère, lui ordonnant de commencer par ranger sa maison en désordre. Notre garçon le regarde en silence, se demandant si l'âme a un intérêt caché à l'aider. Comprenant soudain quelque chose, il lui demande son nom, et l'âme répond « Bazalé ». Notre protagoniste lui demande alors s'il est russe, mais l'âme le corrige, il est roumain. L'âme lui demande alors pourquoi il est soudainement si curieux, et lui demande s'il n'est pas trop tard pour les présentations. Notre garçon sourit maladroitement, avouant avoir simplement oublié de poser la question plus tôt. L'âme propose ensuite d'aller dehors, affirmant qu'elle va lui montrer un nouveau pouvoir. Une fois dehors, notre protagoniste demande ce qu'il fait maintenant, et l'âme répond « Trouve d'abord une cible ». Il hésite, disant qu'il n'est pas facile de trouver quelqu'un de convenable dans les environs, mais son intuition lui dit qu'il faut essayer pour savoir. Après avoir marché un moment, notre garçon s'arrête brusquement. Son regard se pose sur une belle rousse qui sirote un verre. Après avoir fini son verre de vin, elle sourit et dit que c'était vraiment parfait, se détendant devant un magasin. Caché derrière un mur, notre garçon murmure « Elle est parfaite » et son âme acquiesce. La voyant savourer sa boisson et sa glace avec tant de désinvolture, il suppose qu'elle est peut-être sans emploi et insouciante, et se dit qu'il serait intéressant de l'aborder. L'âme lui ordonne de lever la main vers elle, et notre garçon obéit. Malgré la distance qui les sépare, l'âme lui demande de concentrer son énergie vitale dans sa main et d'imaginer la toucher. Il tente de suivre les instructions, mais peine à la maîtriser. L'âme le guide plus loin, lui conseillant de se concentrer davantage et d'imaginer caresser doucement ses cheveux. Pendant ce temps, la rousse, totalement inconsciente de ce qui se passe, regarde sa glace, se demandant quelle saveur choisir ensuite. Soudain, elle réagit comme si on l'avait touchée au mauvais endroit. Le bâtonnet de glace lui échappe des mains tandis qu'elle regarde autour d'elle, incapable de comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, notre garçon ne s'arrête pas là. Il concentre son attention encore davantage. Tandis qu'elle se débat, une étrange sensation se répand dans son corps, une sensation incontrôlable. Elle a l'impression que quelqu'un se tient juste devant elle, la narguant, mais elle ne voit ni n'entend personne. Soudain, alors que la situation dégénère, notre protagoniste ressent une vive douleur à la tête. Soul explique rapidement que, puisqu'il utilisait un pouvoir lié à son sang, il risquait de mourir s'il en fait trop. Frustré, notre garçon s'emporte, disant qu'il aurait dû le dire plus tôt. L'âme répond calmement que s'il l'avait dit avant, il n'aurait probablement pas cherché à utiliser une capacité aussi utile. Notre garçon soupire, admettant que ce pouvoir pourrait lui être extrêmement utile s'il apprenait à le maîtriser. Après cela, il se prépare et se dirige vers son université. Sortant son téléphone, il murmure que c'est franchement effrayant de savoir qu'il pourrait mourir s'il abuse de ses capacités. Il commence alors à organiser ses pensées sur son téléphone. Premièrement, ne pas abuser de son pouvoir. Deuxièmement, le renforcer pour mieux le maîtriser. Troisièmement, pour devenir plus fort, il doit élargir son réseau. Soudain, Lyogen apparaît derrière lui, jette un coup d'œil à son téléphone et lui demande s'il est en train d'écrire une histoire fantastique. Elle sourit, remarquant que ce n'est pas dans ses habitudes, et se demande si elle devrait l'encourager. Comprenant qu'elle a tout vu, notre garçon la salue aussitôt, lui demandant comment elle va, et elle lui répond chaleureusement. Elle lui propose ensuite de suivre le même cours qu'elle. Notre protagoniste rougit légèrement, surpris qu'une personne comme elle l'invite aussi directement. Elle lui demande s'il a une période de rattrapage importante, et il répond par l'affirmative, se demandant comment elle le sait. Elle explique qu'elle travaille au service des affaires académiques et qu'elle a découvert qu'ils étaient dans les mêmes classes. Quelques minutes plus tard, il lui demande ce qu'elle fait dans ce quartier, et elle répond qu'elle habite dans les immeubles situés juste derrière la rue. Surpris, notre garçon nous dit qu'il habite là aussi.
Elle sourit, expliquant que cela signifie qu'ils se verront plus souvent, et elle s'en réjouit. En attendant le bus, elle se demande quand il arrivera. Notre garçon réfléchit à quel point les choses ont changé. Avant, il n'aurait jamais osé l'aborder, mais maintenant, il se sent en confiance. Bientôt, ils arrivent dans une salle de classe pleine d'élèves. Elle l'appelle et lui demande de s'asseoir à côté d'elle, car une place est libre. Il acquiesce et s'apprête à s'asseoir. Mais soudain, quelqu'un dépose un sac sur le siège vide, l'arrêtant net. Notre garçon lève les yeux vers la personne qui l'a posé là. C'est une jeune fille blonde, belle, mais qui affiche clairement un fort caractère. Perplexe, il demande qui elle est. D'un ton assuré, elle répond « quelqu'un qui veillera sur lui ». Lyogen l'appelle Anna, ce qui surprend notre garçon qu'elle connaisse une personne comme elle. Un flashback nous ramène à la veille, où cette même Anna est convoquée dans le bureau du professeur. La professeure explique qu'un étudiant reviendra ce semestre après un accident. Elle lui demande ensuite de prendre soin de lui pendant un certain temps. Perplexe, Anna lui demande ce qu'elle entend par « prendre soin de lui ». Le professeur précise qu'elle devrait assister à ses cours pendant une semaine, car la reprise après une si longue interruption risque d'être difficile. La plupart des étudiants de sa promotion ont déjà obtenu leur diplôme, l'aider à se réadapter serait donc d'une grande aide, et en échange, elle leur offrira ses points bonus pour le semestre. De retour au présent, elle leur explique calmement la situation tout en se présentant, elle s'appelle Anna et elle est la présidente de l'association étudiante. Notre garçon se présente poliment, mais elle est déjà assise à son bureau, à côté d'Yogen, et lui dit qu'il n'est pas nécessaire de se présenter. Le visage froid et impassible, Anna lui dit qu'il n'a qu'une chose à comprendre, elle n'est pas là pour être son amie, ni quoi que ce soit de ce genre. Elle fait clairement comprendre qu'elle est là uniquement pour le surveiller. Puis elle se tourne vers Lyogen. Son ton devient soudain enjoué et taquin. Pourquoi la petite Yogen, toute mignonne, traîne-t-elle avec quelqu'un comme lui? Rougissante, Yogen explique rapidement que leurs emplois du temps se chevauchent et qu'il est le seul visage familier dans sa classe. Anna la regarde d'un air interrogateur et lui demande si elle est sûre d'être juste gentille. Elle la met en garde, elle ne doit pas se mettre à aider tous les garçons malheureux qu'elle croise, car elle est beaucoup trop gentille et mignonne. Et les garçons comme lui pourraient mal interpréter ses propos. Notre protagoniste, se moquant de notre garçon qui entend tout cela juste devant lui, trouve Anna totalement effrontée, parlant de lui comme s'il n'existait pas. Quelques minutes plus tard, le cours commence. Durant la séance du matin, tous trois sont assis ensemble, concentrés sur le cours. Mais dans l'après-midi, notre garçon et Yogen commencent à s'ennuyer, tandis qu'Anna reste silencieuse et attentive. Après les cours, notre protagoniste s'assoit seul sur un banc dehors et pousse un soupir de soulagement. Son âme lui demande si sa présence l'a tant dérangé, et il répond « oui, tout à fait ». Il commence alors à expliquer ce qui s'est passé pendant le cours. Tandis qu'il jetait des coups d'œil distraits aux adorables expressions d'Yogen et se demandait comment se rapprocher d'elle, Anna lui fit signe de la main. Elle pointa un stylo tout près de ses yeux, lui demandant de se concentrer sur le cours et de garder les yeux fixés droit devant lui. Puis elle se pencha vers son oreille et lui murmura qu'elle n'était chargée de le surveiller qu'une semaine. Avant de se rasseoir, elle ajoute que s'il envisage d'inviter Yogen à sortir, il ferait mieux d'attendre la semaine prochaine, car s'il se fait éconduire, il finira forcément seul ou abandonnera tout simplement. Elle le met ensuite en garde contre tout comportement déplacé ou toute tentative de nuire à Yogen. À ces mots, Yogen l'interrompt aussitôt, lui disant qu'elle ne devrait pas plaisanter ainsi, car c'est impoli. De retour au présent, notre garçon confie à l'âme qu'Anna a complètement gâché toute la bonne entente qu'il avait avec Yogen. Maintenant, elle l'évite même. L'âme lui demande alors où il va, et il répond à la pharmacie. L'âme lui demande s'il est malade, mais il répond que non, qu'il se prépare simplement à quelque chose. Le lendemain matin, à l'université, notre garçon arrive comme si de rien n'était. Il sort nonchalamment un petit flacon de pilule. Sans hésiter, il avale un comprimé, sous le regard perplexe d'Anna. Un peu agacée, elle finit par lui demander ce qu'il fait. Notre protagoniste sort nonchalamment d'autres comprimés, expliquant qu'il est à court de sang et qu'il en a besoin pour tenir le coup. Anna affiche un dégoût profond, se disant que sans le professeur, elle n'aurait jamais adressé la parole à un type comme lui. Soudain, elle remarque quelque chose d'étrange chez Yogen. On voit ce dernier, l'air de rien, prendre les pilules pour de simples compléments alimentaires, et elle lui en demande une. Notre héros lui entend une nonchalamment. Voyant Yogen si à l'aise, Anna se prend la tête entre les mains, incrédule. Mais avant qu'elle puisse réagir davantage, le professeur l'appelle pour sa présentation. À cet appel, elle se lève d'un bond et se dirige avec élégance vers le tableau, se disant de se concentrer sur sa présentation. Yogen se tourne vers lui et lui demande « Anna est jolie, non ?» Ce à quoi il répond « Oui, bien sûr, mais son expression en dit long. » Il étire légèrement la main, se sentant un peu épuisé. Debout devant la classe, Anna annonce avec assurance le début de sa présentation, mais notre garçon a d'autres projets et la fixe intensément. Anna commence à tout expliquer avec une aisance déconcertante, digne d'une professionnelle. Pendant ce temps, il serre les dents, pensant que sans son intervention, les choses se seraient bien mieux passées avec Yogen. Lentement, il lève la main et murmure « timing parfait », avant de claquer des doigts, figeant le temps. Juste avant que tout ne s'arrête, Yogen lui jette un regard, et l'instant d'après, la classe entière est complètement paralysée. Cette fois,
il a utilisé ce pouvoir seul, et cela l'a visiblement épuisé, le laissant à bout de force sans l'aide de l'âme. Celle-ci lui demande comment il se sent, et, se tenant le nez ensanglanté, notre garçon admet avoir le vertige et être complètement vidé. Malgré tout, il s'approche lentement d'Anna, déclarant qu'il est temps qu'elle reçoive une leçon pour son arrogance et ses moqueries. Anna reste figée comme une statue, à l'instar des autres. Notre garçon se mouche à nouveau et marmonne, peut-être est-il temps de recommencer ce qu'il a fait avec Yumi cette nuit-là. Mais soudain, sa vision se trouble, le vertige le frappe de plein fouet et il s'effondre au sol. L'âme l'interroge, lui demandant s'il comptait vraiment se surmener dans cet état, et il avoue être complètement épuisé et ne plus avoir le temps. L'âme lui demande alors s'il l'a laissé partir comme ça. Mais notre garçon esquisse un sourire malicieux, disant qu'il a une meilleure idée, quelque chose qui l'embarrassera devant tout le monde. Quelques instants plus tard, le temps reprend son cours. Yogen regarde autour d'elle, confuse, se demandant si elle n'a pas rêvé. Elle lui demande aussitôt s'il va bien et ce qui s'est passé. Notre protagoniste semble complètement épuisé, mais se dit qu'au moins, il a fini juste à temps. Il minimise la chose, affirmant qu'il va bien, puis désigne Anna du doigt et lui demande pourquoi elle se comporte soudainement si étrangement. On voit Anna, immobile et silencieuse, serrant sa robe contre elle comme si elle allait la perdre. L'enseignante lui demande si elle va bien, et elle répond d'une voix tremblante que oui. Les élèves commencent à bavarder, se demandant pourquoi Anna, la déléguée de classe, reste plantée là comme ça, elle n'a pas l'habitude d'agir ainsi. L'enseignante lui demande à nouveau si elle peut continuer, et elle répond nerveusement par l'affirmative. On remarque que sa fermeture est claire et légèrement ouverte, et on a l'impression qu'il manque quelque chose à sa tenue. Elle-même se souvient que ce n'était pas comme ça avant. Malgré tout, elle se force à poursuivre sa présentation, d'une voix tremblante. Mais les garçons de la classe commencent à être distraits par son état instable. Pendant ce temps, on découvre que les vêtements manquants se trouvent dans la poche de notre garçon. Il la regarde avec un sourire narquois, curieux de savoir ce qu'elle va faire. Ensuite, à l'intérieur, Anna panique, pensant que si quelqu'un découvre la vérité, sa réputation à l'université sera ruinée. Le professeur lui demande à nouveau pourquoi elle est si nerveuse. Mais dans sa tête, elle imagine tout le monde en train de commérer, de la traiter d'audacieuse et de ne pas être la fille qu'il croyait. Réagissant sèchement, elle annonce soudainement à l'enseignante qu'elle doit partir. L'enseignante l'interroge, lui faisant remarquer que sa présentation n'est pas terminée et qu'elle risque de perdre des points. Mais elle insiste, prétextant un besoin urgent d'aller aux toilettes. Et voilà, elle part sans avoir terminé son travail. Tout le monde la regarde, perplexe, sauf notre garçon. Il sait exactement pourquoi elle est partie si vite et pense que s'il avait eu plus de temps et d'énergie, les choses auraient pu aller encore plus loin. Il a vraiment besoin d'améliorer sa puissance. Assise à côté de lui, Yojin lui demande si Anna est malade, et il acquiesce. Nonchalamment tout en réfléchissant à la manière de devenir plus fort. Quelques heures plus tard, la scène change. À son appartement. On aperçoit des vêtements étalés et des produits de nettoyage à proximité. Notre garçon demande à quelqu'un de les utiliser pour bien nettoyer la maison et ainsi améliorer l'environnement. Cette personne, c'est Yumi, qui semble extrêmement frustrée. Il l'observe, persuadé qu'elle est exactement ce dont il a besoin pour devenir plus fort. Yumi n'en revient pas d'être chez lui, à faire des tâches ménagères comme une domestique. Il y a à peine une heure, elle se détendait tranquillement, profitant de son jour de congé de l'hôpital. Soudain, son téléphone sonna. Revenant au présent, elle se demanda comment il avait bien pu obtenir son numéro. Elle lui demanda si le fait de faire le ménage le ferait vraiment supprimer la vidéo, et comme il faisait semblant de ne rien comprendre, elle lui rappela qu'il s'agissait de l'enregistrement d'elle en train de fouiller dans son tiroir. Notre garçon, avec un sourire narquois, lui dit que si sa jolie Yumi le satisfait de son travail, il supprimera la vidéo, et que cela compte comme sa deuxième demande. Elle se mord la lèvre, visiblement agacée. Quelques minutes plus tard, on la voit faire le ménage, tandis que le protagoniste, allongé sur le canapé, l'observe en silence, songeant à l'irréel bonheur d'avoir quelqu'un comme elle qui s'occupe de son appartement. Il continue de l'observer de plus près, réalisant que devenir un vampire a véritablement changé sa vie pour le mieux. Mais sentant son regard insistant, elle se retourne brusquement et l'interpelle, lui demandant ce qu'il regarde et s'il compte rester là sans rien faire au lieu de l'aider. Notre garçon pense que malgré son apparence, son attitude envers lui reste insupportable, alors avec un sourire malicieux, il lève lentement la main et lui demande si elle a besoin de son aide. Dès qu'elle le voit bouger, elle tremble, les larmes aux yeux. Elle sait que s'il s'en mêle, la situation pourrait dégénérer comme à l'hôpital. Elle se détourne brusquement et lui dit d'oublier ce qu'elle a dit. Franchement, sa simple présence est plus utile. Elle se promet fermement de ne plus céder à ses avances. Pendant ce temps,
notre protagoniste engage la conversation avec l'âme, lui disant qu'elle se plaignait auparavant de la saleté de sa maison, mais que maintenant tout est propre. En l'observant, Yumi se dit qu'il a de nouveau perdu la raison, qu'il parle tout seul. Soudain, des images de ce qui s'est passé à l'hôpital lui reviennent en mémoire, la plongeant à nouveau dans un état étrange. Tremblante, elle se demande pourquoi elle se sent ainsi tout à coup, et pourquoi ses souvenirs ressurgissent sans cesse. À ce moment précis, notre garçon s'approche discrètement d'elle par derrière, la prenant par surprise. Avant même qu'il puisse dire un mot, Yumi s'exclame qu'elle a besoin de prendre une douche, car elle est trempée de sueur. Il a l'air perplexe et rétorque qu'il n'a encore rien dit, mais elle le coupe en le traitant de pervers. Notre garçon la regarde, le visage troublé, et trouve ça plutôt mignon, puis lui explique calmement que cette zone est la pièce étant déjà propre, elle devrait l'aider ailleurs. Nerveuse, elle lui demande où, s'attendant à une nouvelle surprise, mais à sa grande surprise, il lui dit simplement de nettoyer la salle de bain. Elle se met au travail, se demandant toujours pourquoi elle est si nerveuse. Quelques minutes plus tard, on retrouve notre garçon assis sur le canapé, les yeux fermés, en pleine méditation. Lorsqu'il les ouvre, il réalise que l'utilisation de ses pouvoirs l'épuise complètement, le laissant presque sans énergie. Il comprend alors qu'il a besoin de plus de personnes sous ses ordres et d'un meilleur contrôle de ses pouvoirs. Pour l'instant, il ne peut utiliser ses capacités que de manière limitée et bienveillante. Il pense qu'avant, il aurait pu aller plus loin, mais maintenant, il veut qu'elle vienne à lui d'elle-même. C'est la seule façon pour elle de devenir véritablement sa priorité. En regardant sa main, il décide d'agir maintenant qu'il a retrouvé un peu d'énergie. Pendant ce temps, Yumi nettoie consciencieusement le miroir de la salle de bain. Soudain, son regard se porte sur le robinet d'eau tout proche. Elle remarque qu'il tremble légèrement. Lorsqu'elle lève les yeux, même le robinet de la douche semble bouger, ce qui la laisse perplexe. Tout cela est contrôlé par notre garçon depuis l'autre pièce, qui concentre son énergie. Soudain, les deux robinets s'ouvrent, projetant l'eau partout. Voyant la douche s'ouvrir brusquement, elle pousse un cri de surprise. En entendant cela, notre garçon accourt, feignant l'ignorance, et lui demande pourquoi elle a crié. Elle explique que le robinet s'est ouvert tout seul et que ses vêtements sont maintenant trempés. Il se penche vers elle et lui demande, d'un ton taquin, si c'est sa façon d'attirer son attention. Elle le nie aussitôt, expliquant qu'elle faisait le ménage quand c'est arrivé. Il lui dit nonchalamment que ce n'est rien et qu'elle devrait aller se changer, vu que ses vêtements sont mouillés. Quelques minutes plus tard, elle sort vêtue d'une de ses chemises blanches, se plaignant qu'il n'ait pas de vêtements appropriés. Notre garçon sourit en coin, disant qu'elle est plutôt mignonne comme ça, tandis qu'elle rétorque. Aussitôt qu'une fois ses vêtements secs, elle rentre directement chez elle. Il ajoute alors qu'en attendant, elle devrait l'aider en faisant la vaisselle, puisqu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Quelques minutes plus tard, dans la cuisine, elle fait la vaisselle tandis qu'il l'observe discrètement. Il la trouve encore plus belle dans cette tenue, et se dit qu'il a parfaitement utilisé son don. De son côté, elle sent que quelque chose cloche, se demandant pourquoi elle se sent si mal à l'aise en faisant une chose aussi simple. Entendant soudain ses pas se rapprocher, elle se prépare au pire. Mais à sa grande surprise, il pose délicatement une serviette sur sa tête, disant que ses cheveux sont encore mouillés. Il les sèche doucement, lui disant qu'elle va attraper froid si elle reste comme ça, et qu'il ne veut pas ça. Gênée, elle répond d'un ton légèrement agacé, en demandant pourquoi cela devrait l'intéresser. Qu'elle soit mouillée ou sèche, elle veut juste rentrer vite à la maison. Soudain, notre garçon la prend dans ses bras par derrière et lui demande pourquoi elle est sur la défensive. Elle réplique aussitôt qu'il le sait déjà et lui ordonne d'arrêter. Mais il ne la lâche pas et la serviette lui glisse des mains. D'un ton moqueur, il lui dit qu'elle est impolie, alors que c'est elle qui cherche à attirer son attention. Il continue de la taquiner gentiment, tandis qu'elle insiste sur le fait que ce n'était pas son intention. L'incident de l'eau s'est produit tout seul. Mais il ne s'arrête pas, et elle tremble légèrement, consciente de l'humiliation que cela lui cause. Malgré tout, elle tente de résister, affirmant qu'elle ne veut pas de ça. Notre garçon, avec un sourire en coin, lui fait remarquer que si c'est vrai, pourquoi est-elle si troublée? Elle répond du tac au tac que c'est à cause de l'eau de tout à l'heure. Il se penche vers elle et la taquine à nouveau, lui demandant si de l'eau pure peut vraiment provoquer une telle réaction. Il lui demande alors sérieusement si elle veut vraiment qu'il arrête, et qu'il le fera immédiatement. Elle détourne le regard, sur le point de dire non, mais son visage est déjà en feu. Au lieu de cela, elle marmonne, lui disant de ne pas dire des choses aussi étranges. Prenant cela pour une réponse, il sourit d'un air narquois et lui dit de se concentrer sur la vaisselle. Malgré ses taquineries, elle tente de reprendre sa tâche, mais elle n'y arrive plus. Il lui redemande sa réponse et, après une hésitation, elle finit par céder, disant « D'accord,
juste pour cette fois. Sur ce, notre protagoniste la conduit vers le lit. Et une fois de plus, leur jeu de chat et de souris recommence, se prolongeant. Pendant des heures, lui remportant chaque manche tandis qu'elle perd progressivement le contrôle. Après une si longue partie, même lui finit par être épuisé. Reprenant son souffle, il lui demande sans détour si elle lui appartient désormais. Rougissante, elle esquive la question et lui demande plutôt s'il a fait des études à l'étranger ou quelque chose du genre. Perplexe, il lui demande pourquoi elle pense cela. Elle répond que c'est parce qu'il utilise des expressions étranges, au lieu de formules normales comme « inviter quelqu'un à sortir ». Notre garçon reste sans voix, tandis qu'elle lui demande si c'est censé être une relation sans lendemain ou une véritable relation amoureuse. Un peu déstabilisé par cette facette inattendue, il lui demande ce qu'elle préfère. Elle se détourne, cachant son visage, et murmure. Sans embâge, une relation sans engagement. Complètement sous le charme, il la prend dans ses bras par derrière et acquiesce, alors, c'est une relation sans engagement. Il lui demande alors doucement si Yumi va répéter ce qu'il lui a demandé précédemment, car il aimerait l'entendre directement. Rougissant fortement, elle marque une pause, cherchant ses mots. Impatient, il se penche et lui donne une petite tape amicale dans le cou, l'incitant à se dépêcher, mais elle lui demande d'attendre. Après une brève hésitation, elle finit par céder et dit « Très bien, je le dirai ». Se tournant vers lui d'une voix douce et mignonne, elle déclare timidement « À partir de maintenant, Yumi est sa femme ». Ne pouvant plus se retenir, notre protagoniste l'attire à lui et l'embrasse passionnément. Gênée, elle se retire brusquement, disant que c'est trop tôt pour ça. Mais malgré ses protestations, lorsqu'il lui dit qu'elle est adorable et lui demande un baiser sur un ton enjoué, elle hésite un instant avant de céder. Et ainsi, le moment se prolonge tandis qu'ils restent proches l'un de l'autre un long moment. Au bout d'un moment, il lui demande doucement si elle se sent mieux. Mais Yumi l'interpelle de nouveau, disant qu'elle en veut plus. À ces mots, même notre garçon si sûr de lui se met à rougir. Et leur petit moment se prolonge pendant 2 heures. À la fin, épuisés, ils s'endorment. Le lendemain en cours, Anna explique qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle ne veut pas l'accompagner, mais elle n'a pas le choix. Perplexe, notre garçon lui demande de quoi elle parle. Anna explique qu'elle doit se préparer pour le mont et qu'il doit donc venir avec elle pour récupérer le matériel et l'aider à tout organiser. Il lui demande pourquoi c'est à lui, mais elle répond sèchement que tout le monde est occupé et qu'il est le seul à avoir beaucoup de temps libre. Sans même attendre sa réponse, elle fait un geste de la main et s'éloigne, lui disant de la rejoindre à la porte et de ne pas être en retard. Agacée par son attitude, notre protagoniste se dit qu'elle n'a visiblement rien appris de la dernière fois et décide d'y aller. Quand même, juste pour voir ce qu'elle mijote. Plus tard, arrivé au bâtiment du supermarché, il l'accompagne. Soudain, un type aux cheveux roux regarde Anna et lui demande qui est ce minable qui est avec elle. Notre garçon se présente calmement, persuadé que ce type est aussi mal élevé qu'elle. Anna répond nonchalamment qu'elle l'a simplement emmené pour lui prêter main forte. Elle le présente comme Park Seung-hyeon. Son supérieur, même s'il est évident que la présence de notre protagoniste le met mal à l'aise. Tandis qu'ils continuent leur course, Anna change soudainement de ton, prenant le bras de Seung-hyeon et l'appelant « Appa », ce qui surprend notre garçon par ce changement d'attitude inattendu. Tandis qu'il avance main dans la main, notre protagoniste les suit en tirant le chariot vers lui, tout en s'interrogeant sur la nature exacte de leur relation. Le garçon aux cheveux roux montre une bouteille à Anna, qui fait la mouée. Demande pourquoi ils ont besoin de quelque chose d'aussi fort alors qu'il leur reste de l'année dernière. Pendant ce temps, notre garçon reste planté là, observant leur démonstration d'affection, agacé sans toutefois le laisser paraître. Tandis qu'Anna ramasse d'autres objets, le rouquin l'interroge à nouveau, mais elle répond qu'il y a plus de monde cette année et qu'ils auront donc besoin de plus d'affaires. Irrité, notre protagoniste se demande pourquoi elle se montre si mignonne et douce en appelant quelqu'un d'autre, Appa, alors qu'elle le traite avec tant de froideur. Soudain, le rouquin jette un coup d'œil à notre garçon, comme s'il avait une idée. Il l'interpelle et lui ordonne de tout charger dans le chariot. Après tout, n'est-il pas là pour aider? Notre protagoniste répond simplement par l'affirmative et commence à y déposer les articles. Le roux, en l'observant, se moque de lui, disant qu'il avance à la vitesse d'une fourmi. Soudain, Anna l'appelle. À son tour, d'un geste du doigt, comme si elle était sa supérieure. Elle lui ordonne froidement de venir et de commencer à ranger les objets. Irrité, notre garçon manque de s'emporter, mais lorsqu'elle lui demande s'il a quelque chose à dire, il se retient. Il répond non, tandis qu'elle le fixe, se demandant pourquoi elle se sent toujours étrangement contrariée en le regardant. Prenant un paquet, il demande combien il leur en faut, se demandant si 10 suffirait pour le concours de cette année. Anna acquiesce d'un air détaché et lui dit de se dépêcher de tout charger sur le chariot. La scène revient
Ensuite à leur université, où il commence à tout décharger. Anna lui demande de ranger les fournitures. Puis elle appelle le garçon aux cheveux roux, Appa, et part avec lui. Quelques minutes plus tard, en fouillant dans un carton, notre garçon trouve une tenue de soubrette. Se demande pourquoi on a besoin de ça pour Mon. Une fois son travail terminé, il sort de la pièce. Pensant rentrer chez lui, il se demande où sont passés ces deux-là. Soudain, il entend des voix provenant d'une salle de classe voisine. Jetant un coup d'œil discret à l'intérieur, il les voit s'approcher un peu trop près dans la pièce vide. Le garçon aux cheveux roux lui demande ce qu'elle fera si ce garçon entre, et elle répond nonchalamment qu'il pourra toujours se masturber en nous regardant nous amuser. Elle lui demande alors s'il veut commencer maintenant, et il sourit en disant qu'il n'a jamais refusé. En voyant cela, notre garçon grommelle d'agacement. Ces deux-là s'amusent bien à le faire tout le travail. Elle hésite un instant, demandant si ce n'est pas trop osé de faire une chose pareille dans une salle de classe. Mais le garçon rit, disant que ça pimente les choses. Avec un petit sourire, elle acquiesce, pourvu qu'elle y prenne du plaisir. Voyant cela, notre protagoniste détourne le regard, pensant que cela ne le regarde pas. Mais soudain, il s'arrête. Se retournant avec un air froid, il admet qu'ils l'ont agacé toute la journée, le traitant comme un domestique pendant qu'il s'amusait. À cet instant, l'âme apparaît à ses côtés et lui demande s'il a enfin compris ce qu'il doit faire. Après tout, il n'est plus naïf. Notre garçon lui demande où elle était passée, et l'âme répond qu'elle a tout observé à ses côtés depuis le début. Il sourit d'un air narquois, reconnaissant qu'il l'avait vraiment poussé à bout, et qu'il méritait maintenant ce qui les attendait. L'âme lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Il répond qu'avant, il aurait simplement subi la situation et s'en serait voulu. Mais maintenant, avec un sourire froid et menaçant, il déclare qu'il va leur montrer ce qui arrive quand on le provoque. À l'intérieur de la pièce, les deux continuent leur petit jeu, ignorant tout du drame qui les attend. Le roux affiche un sourire narquois, affirmant qu'elle est enfin prête à passer à l'étape suivante. Mais l'instant d'après, notre héros surgit et lui assène un puissant coup de pied en plein visage. Calmement, il déclare que c'est la vengeance pour tout ce qu'ils lui ont fait. Avant même que l'autre puisse réagir, notre protagoniste fige le temps en plein mouvement. Notre garçon se souvient soudain de ce qui s'est passé une heure plus tôt, au marché. Park Sang-hyen l'avait discrètement appelé à l'écart et lui avait demandé, l'air de rien, s'il vivait encore chez ses parents. Notre garçon répondit que ses parents avaient divorcé et qu'il vivait désormais seul. À ces mots, l'individu esquissa un sourire malicieux, visiblement en train de méditer. Rien qu'à son regard, notre protagoniste comprit qu'il inspirait mauvaise humeur. Park Sang-hyen se demandait pourquoi le professeur avait demandé à Anna de veiller sur un bon à rien. Se souvenant des moqueries précédentes, il lui assène un violent coup de pied. En plein visage. Quelques secondes plus tard, on le voit se tenir la jambe, souffrant de l'impact. Il demande à l'âme si ce type mange secrètement du métal ou quelque chose du genre pour être aussi dur. Puis, regardant Park Sang-hyen figé, il demande si le type sentira encore le coup une fois le temps revenu à la normale. L'âme répond qu'une fois le temps reparti, la douleur et toute la force du coup le frapperont instantanément. En entendant cela, notre garçon tourne lentement son attention vers Anna, visiblement préoccupée par autre chose. Pendant ce temps, Anna reste figée dans le temps, le visage empreint d'une expression intense. La voyant. Ainsi, notre protagoniste ne laisse pas passer l'occasion et teste si elle est capable de réagir alors que le temps est suspendu. À sa grande surprise, son expression se transforme peu à peu, devenant encore plus intense. Puis, avec un sourire malicieux, il ajuste sa position exactement comme il le souhaite. Et ce faisant, il commence nonchalamment à manger la glace destinée à Park Sang-hyen. Mais notre garçon n'est toujours pas satisfait et imagine une nouvelle idée pour punir les deux tourtereaux qui l'ont malmené toute la journée. Il demande à l'âme s'il est possible de débloquer brièvement le temps, puis de l'arrêter à nouveau. L'âme répond qu'il peut le faire maintenant, mais une seule fois. Notre protagoniste se plaint que cette capacité, utilisable une seule fois, soit bien trop capricieuse, tandis que l'âme rétorque que cela ne dépend pas de lui. L'âme lui demande alors à quoi il compte se servir. Notre garçon se contente de sourire en les regardant tous les deux, affirmant que l'âme le découvrira bien assez tôt. Après avoir tout préparé, il claque des doigts et libère brièvement le temps. Aussitôt, Park Sang-hyen ressent une douleur fulgurante au visage et s'effondre sous l'effet retardé du coup de pied précédent. Reprenant ses esprits, le rouquin se tient le nez ensanglanté, abasourdi, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car au moment où il lève les yeux, il aperçoit quelqu'un derrière Anna, plantant hardiment des pépins de pommes sans la moindre hésitation, tandis qu'elle, sans s'en rendre compte, commence à réagir à la tension palpable de la situation. Park Sang-hyen reste figé, sous le choc de la scène qui se déroule sous ses yeux, incapable de croire que sa petite amie se montre si proche de quelqu'un d'autre.
Il tente désespérément de distinguer qui se trouve derrière Anna, mais sa vision est encore brouillée par le coup brutal reçu plus tôt. Avant qu'il ne puisse se concentrer, notre héros claque des doigts et fige le temps une fois deux. Plus. En regardant Park Sung-hyen, il comprend quelque chose d'important. L'homme n'a jamais prononcé son nom, donc il n'a jamais vu son visage clairement. Avec un sourire moqueur, il demande à Anna ce que ça fait d'être si proche de quelqu'un qu'elle méprise d'habitude. Puis il se tourne vers Park Sung-hyen et lui demande ce que ça fait de voir sa propre petite amie dans cet état sans pouvoir rien faire. Quelques instants plus tard, notre protagoniste se met à semer des graines de melon à travers tout le champ. Mais cela ne lui suffit pas, il se penche à l'oreille d'Anna et lui murmure que le vrai plaisir ne fait que commencer. Puis il continue de semer encore plus de graines de melon, tandis que son petit ami reste figé devant elle. Soudain, notre garçon a une autre idée malicieuse pour rendre la situation encore plus absurde. Il incline le visage de Park Sung-hyen vers le bas pour l'obliger à tout regarder droit dans les yeux. Puis, d'un geste désinvolte, il laisse tomber Anna sur ses genoux. Après cela, notre protagoniste recommence à planter des pépins de pommier dans le champ. Pendant ce temps, son petit ami reste figé comme une statue, contraint d'assister en silence à tout ce qui se déroule sous ses yeux. Une fois son travail terminé, il répand un engrais spécial sur le champ pour un résultat optimal. Il s'exclame alors avec enthousiasme que cette technique agricole fonctionne étonnamment bien en pleine nature. Les observant tous deux, il déclare qu'ils forment un duo vraiment parfait. Soudain, l'âme l'avertit qu'il ne lui reste que 2 minutes de temps figé, ce qui le fait se plaindre. Pourquoi cette limite est-elle encore si courte malgré ses progrès? L'âme explique que c'est parce qu'il a figé puis relancé le temps plus tôt, autrement, à son niveau actuel, il lui resterait environ 10 minutes. En entendant cela, notre protagoniste réalise que son pouvoir d'arrêt du temps s'est amélioré, car Yumi est officiellement devenue sa première position. Il regarde alors Anna avec déception, disant que ce serait du gâchis d'en finir si tôt alors qu'il ne lui reste que 2 minutes. Réfléchissant rapidement, il prend soudain Anna dans ses bras. L'âme lui demande ce qu'il compte bien accomplir en si peu de temps. Notre garçon se contente de sourire en coin et de répondre « beaucoup de choses ». Quelques instants plus tard, on le voit couvrir les yeux d'Anna avec un morceau de tissu, ce qui lui fait croire qu'il s'agit d'un autre jeu audacieux de Park Sung-hyen. Elle est loin de se douter que celui qui se trouve derrière elle est en réalité le même garçon qu'elle méprise quotidiennement. Croyant qu'il s'agit toujours de son oppa, elle se plaint timidement qu'il est bien trop entreprenant aujourd'hui, tout en redemandant secrètement. Notre garçon ne s'attendait vraiment pas à ce qu'elle apprécie autant la situation. Alors, il en rajoute une couche et se met à planter encore plus de graines de tournesol au fond du champ. Anna lui dit aussitôt de ralentir et d'attendre avant de recommencer, car elle est déjà épuisée par tout ce travail. En entendant cela, notre protagoniste s'agace et lui demande pour qui elle se prend, reprenant ses ordres. Il décide alors d'utiliser ses pouvoirs de vampire pour la punir de son attitude autoritaire. Soudain, la punition la pique et elle s'excuse aussitôt en le suppliant d'arrêter. Après cela, notre garçon se remet tranquillement à semer, espérant une meilleure récolte. Pendant ce temps, ailleurs, Park Sung-hyen, perplexe, se demande où Anna a disparu. Il ne comprend pas non plus pourquoi il a si mal, ni qui l'a frappé. En baissant les yeux, il remarque une substance étrange et collante sur lui et se demande encore plus ce qui vient de se passer. De son côté, Anna, persuadée d'être toujours avec Park Sung-hyen, prend étonnamment plaisir à travailler avec lui sur le terrain. La voir s'amuser autant irrite d'autant plus notre protagoniste. Alors, il décide de compliquer les choses et sème toutes les graines d'un coup. Mais au lieu d'abandonner, Anna parvient à tout gérer, à la grande surprise de notre garçon. Impressionné, ou peut-être agacé, il décide de la récompenser pour ses efforts en lui tendant une banane. Mais au lieu de l'accepter, elle la repousse d'un revers de main. Notre garçon est soudainement bouleversé, au point d'avoir les larmes aux yeux. Persuadé qu'il s'agit de Park Sung-hyen, elle lui rappelle qu'elle lui a déjà dit, il y a quelques jours, qu'elle déteste ce genre de nourriture. Puis, soudain, elle s'arrête, perplexe, se demandant pourquoi la voix d'Appa sonne différemment. Aujourd'hui, avant de se convaincre que personne d'autre n'oserait l'aborder ainsi. Pendant ce temps, notre protagoniste, visiblement irrité et furieux, se demande comment elle a osé refuser son offre. Alors, obstinément, il s'assure qu'elle finisse par accepter la banane. Et avant même qu'elle puisse protester, elle est déjà avalée. Environ 10 minutes plus tard, Park Sung-hyen arrive en courant et demande à notre garçon s'il a vu Anna. N'importe où. Faisant l'innocent, notre protagoniste répond nonchalamment qu'il ne l'a pas vue du tout. Mais soudain, il feint de se souvenir de quelque chose et dit l'avoir vu se diriger vers les toilettes avec un inconnu un peu plus tôt. En entendant cela, Park Sung-hyen s'éloigne furieux, affirmant qu'il s'occupera de l'individu, tandis que notre héros affiche un sourire discret. Au fond de lui, il sait qu'Anna est probablement épuisée après tout ce travail sur le terrain.
Il se met à rire intérieurement en imaginant Park Sung-hyen la découvrant. Dans cet état et en se demandant comment il réagira. Pensant à sa vengeance réussie, notre garçon lève la main vers la fenêtre et déclare que l'affaire est réglée pour le moment. Mais il ignore que sa transformation rapide en vampire a déjà attiré l'attention de quelqu'un d'autre. Au loin, après avoir vu une bougie s'éteindre subitement, la nonne informe nerveusement l'évêque que cela s'est reproduit. En entendant cela, l'évêque, perplexe, demande « Comment est-ce possible alors qu'ils l'ont déjà tué ?» Mais la religieuse répond que c'est vrai. Elle le sent clairement. Elle dit que celui qui a corrompu toute leur sœur est revenu. Car elle peut à nouveau ressentir cette énergie. À ces mots, l'évêque reste silencieux un instant. Puis, le visage grave, il déclare qu'il n'y a pas d'autre choix. Ils doivent agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Pour moi, spectateur, il est clair que ce sont eux les responsables de l'effondrement de l'immeuble. Le même incident qui était censé éliminer son âme lorsqu'il était encore un vampire. La scène se déplace ensuite dans une ville animée, à l'intérieur d'un grand bâtiment. Soudain, un téléphone sonne. À la surprise générale, l'appel est destiné à Liu-jin, qui regarde calmement l'écran avant de répondre. Elle décroche, écoute un instant en silence, puis répond par l'affirmative, sous-entendant que vous reviendrez bientôt. Tout en marchant, Liu-jin explique que rien d'inhabituel ne se passe et que notre garçon s'adapte plutôt bien. Son interlocuteur donne un autre ordre, et elle se contente de répondre qu'elle a compris. Elle ajoute ensuite qu'elle amènera notre garçon avec elle. La scène suivante se déroule le lendemain. Yumi est déjà agacée car notre protagoniste est arrivé en retard à leur tout premier rendez-vous. Elle se plaint qu'il l'ait fait attendre près d'une heure. Notre garçon se gratte la tête, un peu gêné, en souriant, visiblement incapable de s'expliquer. Puis il se penche légèrement vers elle, la taquinant sur son apparence adorable et lui demandant si elle s'est mise sur son 31 spécialement pour leur premier rendez-vous. Elle rougit et lui dit timidement de ne pas s'approcher davantage. Mais notre garçon continue de la dévisager. Rouge de colère, elle s'empresse de le prévenir qu'il ne doit pas se faire de fausses idées, car il ne s'agit que d'une chose normale. Elle part à 22h. Notre ami dit qu'il avait vraiment hâte de passer du temps avec elle, comme la dernière fois, mais Yumi, gênée, change rapidement de sujet. Quelques minutes plus tard. Devant le cinéma, on aperçoit notre protagoniste qui l'attend. Pendant ce temps, Yumi commande du popcorn au comptoir. Lorsque la caissière lui parle d'une offre spéciale pour les couples, elle se sent immédiatement déstabilisée et s'empresse d'expliquer qu'ils ne sont pas en couple, mais qu'ils ont une relation ambiguë. Après cela, ils s'installent ensemble et commencent à regarder un film romantique. Mais Yumi n'est pas du tout concentrée sur le film, car son esprit vagabonde sans cesse. Notre garçon la surprend à le fixer de temps à autre. Il lui demande si elle n'apprécie pas le film, mais elle détourne rapidement le regard et répond que tout va bien. Son visage est tout rouge car, au fond, elle sait déjà ce qui lui arrive. Elle désire secrètement revivre des moments comme cette nuit-là. Tandis que notre protagoniste grignote tranquillement du popcorn en regardant le film, elle se sent peu à peu de plus en plus attirée par lui. Elle se dit que si ça continue, elle va finir par devenir folle. Lui, il a l'air tellement absorbé par le film qu'il ne remarque rien. Mais à sa grande surprise, notre garçon a déjà tout remarqué et lui adresse discrètement un sourire malicieux. 2 heures plus tard, le film enfin terminé, Yumi est assise dehors, soulagée d'avoir survécu. Tandis que notre héros jette le seau de popcorn, Yumi se dit en plaisantant que la prochaine fois, elle devrait peut-être mieux se préparer. Soudain, notre garçon s'approche de nouveau d'elle, la surprenant. Il lui dit nonchalamment qu'il a faim et, comme elle aussi sans doute, qu'ils devraient aller manger ensemble. Cette proposition la prend immédiatement au dépourvu. Pendant que notre protagoniste consulte son téléphone, Yumi se met à cogiter et se demande s'il veut dire aller dans un endroit isolé pour revivre leurs souvenirs. Elle sort donc discrètement son téléphone et commence elle aussi à vérifier les environs. Soudain, Liu-jin appelle notre héros, tandis que Yumi écoute la conversation en silence. Après avoir décroché, notre protagoniste explique qu'il doit se rendre immédiatement à une consultation. Quelques minutes plus tard, il demande à Yumi ce qu'il devrait faire, car il attendait vraiment cette journée avec impatience. Yumi répond qu'il n'y a rien à faire, même si la déception se lit sur son visage. À ce moment précis, le bus arrive enfin. Notre garçon lui adresse un sourire gêné et dit qu'il doit y aller. Yumi baisse légèrement les yeux et lui souhaite un bon voyage. Soudain, notre protagoniste l'embrasse tendrement sur le front et s'excuse pour la tournure qu'a prise la journée, laissant Yumi complètement sous le choc, mais étrangement apaisée aussi. Elle reste là, silencieuse, car elle ne sait plus quoi dire. Avant de partir, notre garçon sourit et lui propose de passer la prochaine fois qu'il reste jusqu'au matin. Avant de s'éloigner,
Définitivement, elle reste plantée là, cachant son visage rouge écarlate, encore incrédule qu'il l'est. Embrassée sur le front en public. Gênée, elle cache son visage et remarque les regards insistants des passants, qui semblent dire « ça doit être sympa ». Dans la scène suivante, on voit notre garçon marcher avec Liégin. Elle s'excuse de l'avoir appelé soudainement, expliquant que le professeur repartira bientôt à l'étranger, tandis que notre protagoniste hoche la tête en silence. Notre garçon se souvient que c'est ce professeur qui a chargé Anna de veiller sur lui, ce qui l'amène à se demander si ce professeur s'inquiétait réellement pour lui. Bientôt. Liégin frappe à la porte du bureau du professeur. Et demande poliment s'ils peuvent entrer. Une voix féminine les invite à entrer, laissant notre protagoniste perplexe car il s'attendait à quelqu'un de tout à fait différent. Alors que la porte s'ouvre lentement, notre garçon se fige, stupéfait de réaliser que la professeure est en réalité une femme. Avec un sourire, elle le salue et lui demande si elle a bien compris qu'il s'agit de leur première véritable rencontre. Pendant ce temps, notre protagoniste n'a qu'une seule pensée en tête. Et vous, chers téléspectateurs, vous savez sans doute déjà de quoi il s'agit. Le professeur remercie Liégin de l'avoir amenée avant de lui dire qu'elle peut partir, ce qui choque instantanément notre garçon. Après le départ de Liégin, le professeur s'installe confortablement sur le canapé. Elle lui confie son soulagement d'apprendre qu'il n'a pas subi de séquelles graves suite à l'effondrement de l'immeuble, car elle était sincèrement inquiète. Tout en attachant ses cheveux, elle lui demande s'il traverse une période difficile, ce à quoi notre protagoniste répond aussitôt par la négative. En réalité, il traverse une période difficile, principalement en raison de la force écrasante de sa seule présence. Soudain, le téléphone sonne et elle lui demande poliment d'attendre qu'elle réponde. Puis elle décroche et demande qui appelle. Pendant ce temps, notre protagoniste fixe le vide, l'air absent, se disant qu'il lui est de plus en plus difficile de se concentrer sur la situation. Soudain, l'âme intervient et lui dit qu'il est temps de se concentrer. Notre garçon devient aussitôt sérieux. Et demande ce qui ne va pas, car il profitait pleinement de l'instant. L'âme lui confie avoir un mauvais pressentiment, ce qui amène notre protagoniste à lui demander des précisions. Se tournant vers le professeur, l'âme explique que cet endroit est imprégné de cette énergie nauséabonde, propre à l'église. Perplexe, notre garçon demande ce que cela signifie, et l'âme explique plus clairement qu'ils sont ennemis. Selon elle, l'église traque les vampires comme eux et tente de les exterminer complètement. Et à cet instant précis, cette femme dégage une impression plus forte que quiconque il ait jamais vu. Avant que l'âme ne puisse poursuivre, notre garçon l'interrompt et affirme avoir déjà compris ce qu'elle insinue. L'âme rit, remarquant que notre protagoniste comprend beaucoup plus vite désormais. Après avoir raccroché, la professeure expliqua qu'elle était occupée. Puis elle se rassit et lui demanda calmement s'il y avait quelque chose qui le préoccupait ces derniers temps. Elle écarta doucement ses cheveux et lui dit qu'il pouvait lui confier tout ce qui le gênait. Notre garçon se dit que c'était peut-être l'occasion idéale. Il admit avoir un problème sérieux, ce qui piqua la curiosité de la professeure. Avec un petit sourire, il lui demanda si elle était libre, car il comptait être plus direct aujourd'hui. Elle acquiesça, disant qu'elle avait le temps, et lui demanda ce qui le tracassait. Soudain, notre garçon se leva et s'approcha, la prenant par surprise. Le professeur cligna des yeux, perplexe, se demandant pourquoi il était devenu si sérieux. Quelques minutes plus tard, devant son bureau, un petit mot était accroché à la porte, ne pas déranger. L'âme, ruisselante de nervosité, transpirait. Notre garçon demanda à l'âme si la mise en scène était suffisante, et celle-ci acquiesça silencieusement. On voit la professeure attachée à une chaise par des cordes, tandis que notre garçon se tient à proximité, l'air grave. Perplexe, elle se débat légèrement et exige des explications. Voyant cela, notre garçon lui retire le ruban adhésif de la bouche pour qu'elle puisse parler correctement. Elle a immédiatement haussé le ton, lui demandant ce qu'il croyait faire, car cela lui paraissait complètement insensé. Notre garçon s'est contenté de sourire et lui a dit d'arrêter de faire semblant un instant. Il a expliqué que sa vie avait complètement changé ces derniers temps. Vengeance, pouvoirs étranges, nouvelles rencontres et moments inattendus. Se penchant vers elle, il admit qu'il n'avait aucune intention de perdre cette nouvelle vie si facilement. D'un air froid, il expliqua que c'était précisément pour cela qu'il se montrait agressif, elle savait quelque chose sur l'église. La professeure semblait complètement déconcertée. Elle répondit aussitôt qu'elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait et lui demanda pourquoi il agissait ainsi. Notre garçon, lui aussi nerveux, demanda discrètement à l'âme si, par hasard, il n'avait pas tout mal compris. L'âme répondit de ne pas se fier si facilement aux apparences, car les gens cachent souvent des choses. Notre garçon demanda à nouveau d'où venait exactement cette étrange sensation. L'âme désigna le coin et dit que cette énergie étrange émanait de la statue de Marie. Notre fils a désigné la statue et a demandé à la professeure d'où elle venait.
À la vue de la statue, la professeure a semblé soudainement mal à l'aise avant de faire mine de ne rien savoir. Cette réaction a suffi à faire comprendre à notre fils qu'elle en savait certainement plus qu'elle ne le laissait paraître. Avec un petit sourire, il lui dit qu'il serait plus simple qu'elle réponde honnêtement. Le voyant s'approcher à nouveau, elle devint nerveuse et lui demanda ce qu'il comptait faire exactement. Soudain, notre garçon concentra son énergie vampirique dans ses mains et émit une légère impulsion. Le professeur remarqua immédiatement quelque chose d'étrange dans la pièce et lui ordonna d'arrêter ce qu'il faisait. D'un air grave, notre garçon lui demanda d'expliquer d'où venait la statue. Mais comme elle refusait toujours de parler, il décida d'insister un peu plus. Pendant ce temps, près de l'aéroport, Liégin attendait une jeune femme qu'elle appelait Uni. Dès son arrivée, Liégin lui demanda comment s'était passé son voyage à l'étranger. Uni répondit avec un sourire. Fatiguée que cela avait été difficile, car elle avait pratiquement suivi le professeur partout. Liégin sourit. Heureuse de son retour, tandis que la jeune fille lui posa une question sur un autre sujet. De retour dans le bureau du professeur, notre garçon poursuivit son enquête, l'interrogeant toujours au sujet de la statue. Il lui demanda où elle était allée à l'étranger la dernière fois, si ce n'était pas censé être des vacances, et si elle avait un lien avec cette église. Finalement, incapable de supporter plus longtemps la pression, elle répondit. Elle expliqua qu'elle était allée au Japon pour un séminaire et insista sur le fait qu'elle n'avait absolument aucune idée de l'église dont il parlait sans cesse. Notre garçon fronça les sourcils et demanda une nouvelle fois pourquoi elle possédait cette statue. Voyant que rien ne fonctionnait, il murmura qu'il était peut-être temps de passer à l'étape suivante de l'enquête, ce qui la fit paniquer. Instantanément. Il admit qu'il n'avait pas souhaité que leur première rencontre se déroule ainsi, mais puisqu'elle était peu être son ennemi, il n'avait pas le choix. Le professeur le supplia aussitôt de ne rien faire d'imprudent, mais notre garçon concentra son énergie ailleurs, tentant une autre approche. Vous voyez sans doute ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Cette étrange énergie déstabilisa complètement le professeur. Malgré tout, notre garçon continua à insister. Pour obtenir des réponses. Finalement, elle n'y tint plus et finit par céder. Elle expliqua précipitamment que la statue était simplement un cadeau d'une personne importante pour elle, et la supplia d'arrêter. Notre garçon plissa les yeux et demanda aussitôt si cette personne était Liégin. Elle a immédiatement nié, le laissant se demander qui le lui avait offert. Complètement épuisée à force de se retenir, elle a finalement laissé éclater toute son énergie. Notre garçon s'est alors demandé, impossible qu'un simple cadeau ait pu causer tout ça, n'est-ce pas? Elle a expliqué que Chat lui avait donné la statuette par souci pour sa santé, et qu'elle l'avait donc gardée au bureau. En entendant cela, notre garçon se fige, réalisant que la situation a peut-être complètement dégénéré. Lentement, il ramasse la statuette, la retourne et panique aussitôt. Un petit message est inscrit au dos. Professeur, je sais que vous n'êtes pas croyant, mais peut-être que ceci pourra vous aider. Je vous aime. De la part de Chat Suyin. Choqué, notre garçon a immédiatement demandé si Chat parlait de Chat Suyin, et elle a répondu oui. Tout en lui demandant pourquoi il lui faisait tout ça. La scène revient à l'aéroport, où Uni interroge Liégin demanda pourquoi elle ne l'avait pas emmené comme elle l'avait demandé plus tôt. Liégin expliqua que sa consultation était prioritaire, il était donc resté avec le professeur. Elle avait prévu de les présenter ensuite, mais les choses ont pris du retard. Liégin a demandé nerveusement à Uni si elle avait fait une erreur en ne l'amenant pas en premier, mais Uni a répondu calmement que non. Il s'est avéré que Uni n'était qu'un surnom, son vrai nom était Chat Suyin, la même personne qui avait offert cette statue au professeur. Uni sortit alors son téléphone et mentionna discrètement qu'il semblait y avoir un petit problème. On comprit qu'elle parlait avec la personne qui lui demanda immédiatement ce qui s'était passé. Légèrement agacée, Uni rejeta la faute sur Liégin, affirmant qu'elle l'avait d'abord emmené voir le professeur. Pendant ce temps, Liégin, complètement inconscient de la situation, prenait joyeusement des photos de papillons alentour. L'évêque demanda si le professeur et cette jeune fille savaient quelque chose de leur existence et s'ils pouvaient être utiles, mais Uni répondit froidement qu'aucun d'eux n'en savait rien et qu'ils étaient trop innocents pour être d'une quelconque utilité. Elle ajouta à voix basse que la seule personne dont elle avait besoin d'aide, c'était lui, votre Excellence. Pendant ce temps, au bureau, notre garçon hurlait intérieurement, se demandant comment on en était arrivé là. Son âme lui rappela qu'elle l'avait déjà mis en garde, mais notre garçon lui ordonna aussitôt de se taire, car la situation semblait le mener tout droit en prison. Son âme lui demanda ce qu'il comptait faire, le plongeant dans une quête désespérée d'une solution. Soudain, il se souvint de quelque chose et demanda, si quelqu'un prenait sa place, il ne le trahirait pas. N'est-ce pas? L'âme répondit par l'affirmative, puis demanda aussitôt s'il comptait sérieusement la faire sienne. Notre garçon hocha simplement la tête et confirma que c'était bien son plan. L'âme se
demanda alors s'il lui restait encore assez d'énergie pour une chose pareille. Notre garçon a répondu qu'il n'avait pas le choix et qu'il utiliserait le peu d'énergie qui lui restait. Pendant ce temps, le professeur semblait complètement déconcerté et continuait de marmonner. Alors, notre garçon lui a doucement pris les épaules et lui a dit qu'il ne la forcerait à rien sans son accord. Il expliqua qu'il ne comptait pas se lancer dans d'autres expériences étranges sans son accord préalable. La professeure le fixa, terrifiée par tout ce qui s'était passé, et se demanda en silence ce qu'elle allait devoir faire. Et c'est là que tout bascule. Vous vous demandez comment il va renverser la situation, comment il va la mettre à sa place, s'il y parvient, comment Anna réagira après cette dernière expérience, et si notre héros continuera d'utiliser son pouvoir d'arrêt du temps pour se venger de son petit ami, alors ne manquez pas la partie 3. Cliquez sur « J'aime », dites-moi en commentaire si vous êtes prêts, en attendant, n'hésitez pas à regarder les autres résumés à l'écran. À bientôt dans la prochaine vidéo.